Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes bienvenus sur 237 Story, votre podcast hebdomadaire qui traite de l'actualité politique, économique, sociale, culturelle, actualité des réseaux sociaux au Cameroun. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'actualité, de nécrologie et aussi des médias. Ça fait aussi partie de l'actualité de la semaine. En actualité, on va parler de l'affaire Junior Ngombe, de la détention à la libération. Les panélistes de 237 Story vont essayer d'en débattre. En nécrologie, la journaliste Suzanne Kalalobé n'est plus. La très charismatique femme de médias s'est éteinte la nuit du jeudi 1er août 2024 des suites de longues maladies. Médias, Grand Prix Francophilie des médias 2024, le meilleur journaliste de la presse digitale nous donne les détails de l'édition de l'année 2024. Nous le recevrons ce soir sur ce plateau de 236 Story. Alors, pour mouler tout ça, pour mélanger tout ça, pour cuisiner tout ça, pour bouillonner tout ça, je suis accompagnée ce soir de Marco, que vous ne connaissez pas, je lui déroule le tapis rouge d'ailleurs, et de CWK, que vous aurez l'honneur de découvrir encore plus tout à l'heure. Bonsoir Marco, je commence par toi. Bonsoir NBD. NBD. Marco, bonsoir. Est-ce que le réseau est bon? Oui, le réseau, il est assez bon. Pour moi, je pense. Voilà, comment tu vas Marco? C'est la première fois d'assister en tant que panéliste à ce podcast 237 Story. Comment tu vas et comment est-ce que tu découvres l'émission? C'est vrai qu'on n'a pas encore commencé d'entrée de jeu, mais comment tu te sens déjà parmi les panélistes de 237 Story? Disons que je me porte super bien et le tapis rouge qui m'a été déroulé, évidemment, me déstresse et c'est un plaisir pour moi d'être là. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. CWK, bonsoir. Bonsoir ma très chère NBD, bonsoir et bienvenue surtout à Marco qui fait son entrée dans la cour des gens qui aiment bien croiser le verbe. Bonsoir surtout à la grande communauté 237 Story. Je vais dire que c'est un plaisir une fois encore. Et là, le plaisir, il est encore plus grand ce soir parce que je passe avec une autre casquette que je découvrirai peut-être après. Mais c'est tout particulièrement que je suis là chaque jour où je suis invité. Et les sujets qui sont mis sur la table ce soir sont assez délicats, assez pointus comme à l'habitude pour ce qui est de nos thématiques à 237 Story. Et c'est une très bonne occasion d'enrichir et sinon apprendre aussi de ceux qui nous écoutent chaque jour sur ce podcast. Mais c'est une très bonne occasion vraiment de partager avec toutes les personnes qui ne font que faire grandir la communauté. Je profite pour saluer bien entendu Chicharito, pour saluer AG, pour saluer Joe et je n'oublie pas Olivier. Le gars qui aurait été bien, pardon, s'il était là, parce que je pense qu'il avait son mot à dire sur beaucoup de sujets, mais bon, on va le piéger un autre soir. Sinon, je suis prêt, NBD. Ça se voit, ça se ressent dans la voix. Je suis très contente d'être entourée de ces deux personnes très importantes qui se vertuent à la croiser le verre, à vous apporter les nouvelles, les informations, à édifier l'opinion publique sur certains sujets d'actualité tels que celui-ci, un sujet un peu sensible qu'est celui de Junior Ngombe, de la détention à la libération. Les panélistes de 237 Story en parlent. Est-ce que Marco a quelque chose à dire au sujet de la détention? Qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui a été à l'origine de l'arrestation du jeune homme? Soulignons que c'est un jeune Camerounais âgé de seulement 23 ans, un TikToker camerounais âgé de seulement 23 ans qui a un compte TikTok un peu très engagé. Bon, au regard de ce qui se dit dans les médias traditionnels et sociaux, qu'est-ce que tu as pu retenir de son arrestation, Marco? Ok, disons que ça a été une actualité assez brûlante pour cette semaine. Le TikToker Junior Ngombe a effectivement été arrêté le 24 juillet à Douala à la suite d'une vidéo
au cours de laquelle il dénonçait un certain nombre de faits. Oui. Et parmi lesquels il exigeait la libération d'un autre activiste communément appelé Ramon Kota. Et on se dit, bon, certainement, à la suite de ça, une enquête a été ouverte et il a été arrêté effectivement par les éléments de la gendarmerie de Douala et déporté immédiatement au CED à Yaoundé. Oui. Il y a eu effectivement une forte mobilisation des réseaux sociaux, des acteurs de la société civile, des leaders des partis politiques. Le leader du PCN, Cabral Libi, a d'ailleurs fait une sortie où il exigeait également sa libération, Maurice Kamto également. Un collectif d'avocats s'est saisi de l'affaire, dirigé par Maître Akere Mouna et le collectif Maître Sylvain Sow. À la suite de ça, on peut dire que nous avons eu une issue heureuse. Heureuse pour Ngombe parce que lorsque vous êtes arrêté et déporté au CED, très souvent ici chez nous, on sait que c'est un endroit assez compliqué. Quand on y va, c'est difficile de sortir aussi facilement. Alors s'il a été libéré une semaine après, on peut dire que c'est une issue heureuse pour lui. Donc, à première vue, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien, mais qu'est-ce qui aurait motivé sa libération pour toi, CWK? Qu'est-ce qui aurait motivé cette libération? Parce que déjà, étant défenseur de Ramon Kota, est-ce que d'abord, tu as essayé avant de passer le micro à CWK, tu as essayé d'évoquer un nom, Ramon Kota. Je ne suis pas sûre que certains de nos auditeurs connaissent le personnage en question. Qui est Ramon Kota? Effectivement, Ramon Kota, c'est également un autre activiste camerounais qui vit au Gabon. Il est connu dans les réseaux sociaux pour ses prises de position à charge contre le régime de Yaoundé. Oui, effectivement, il a été arrêté il y a quelques jours, il y a quelques semaines, et on a aussi connu une forte mobilisation des leaders d'opinion pour exiger sa libération. Oui, d'accord. Mais voilà, maintenant la question c'est pour CW. CW, à ton avis, qu'est-ce qui aurait favorisé la libération rapide du jeune junior Ngombe en défaveur? Pourquoi les autorités ou bien les services compétents ont été en faveur d'une libération rapide de Junior Ngombe par rapport à celle de pourquoi Ramon Kota n'a pas été mis en liberté alors que l'opinion publique, les réseaux sociaux, tout le monde a demandé la libération de Ramon Kota, qui a été bien évidemment arrêté bien avant, mais Junior Ngombe sort, il est libre après une semaine, c'est facile pour lui, tout le monde est content. Pourquoi cette différence alors que les deux sont des activistes? Bon, d'une chose l'une, NBD, il faut savoir que en matière de droit, et sûrement Martial peut mieux, en matière de droit, et sûrement Marco, il est l'une des personnes mieux placées pour évoquer le sujet que moi. Pourquoi? Parce que dans l'affaire de droit, on peut avoir le même problème, c'est-à-dire on est accusé sur un même chef-d'œuvre. On peut dire qu'on a tué quelqu'un, excusez-moi d'utiliser des mots un peu très forts pour ceux qui nous écoutent, mais pour ce même cas de meurtre, on va au tribunal et on sort. Pour le même meurtre, on aura une personne qui peut avoir 10 ans, une autre qui peut avoir la perpétuité. Et comment on peut avoir quelqu'un qui peut être complètement relaxé? Maintenant, pour les cas de que ce soit Raymond Kota ou bien que ce soit Junior Ngombe, c'est des cas qui peuvent se ressembler mais ne pas avoir ne pas être parallèles à un moment. Pourquoi? Parce que il peut être parallèle plutôt. C'est-à-dire, ils peuvent bien se suivre, ces deux peuvent bien se suivre, mais ne pas être au même endroit. J'explique un peu ce que je dis là. Quand il arrive qu'on accuse un jeune d'avoir dit quelque chose, les thèmes qu'il a utilisés ne sont pas forcément les thèmes que notre a utilisés. Ce que Junior Ngombe a dit, qui lui a valu son arrestation, n'est pas forcément la même chose qui a été dite par Raymond Kota. Si jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il y a deux jeunes
qui sont toujours incarcérés dans la prison centrale de Kondengi, avec comme motif, je crois que c'est incitation au terrorisme ou bien ça, quelque chose lié au terrorisme. Parce qu'ils avaient fait une blague, je crois qu'ils avaient fait une blague sur WhatsApp en disant, je crois qu'ils faisaient allusion à Boko Haram ou bien à ce qui se passait dans le Nozo. Et jusqu'à ce jour, ils sont encore en prison. Et chaque année, pourtant, à la veille de Noël ou à la veille de Nouvel An, le chef de l'État, il gracie des prisonniers. Et ces jeunes ne peuvent même pas bénéficier de cette grâce. Pourquoi? Parce qu'ils sont accusés de terrorisme. Je ne sais pas si vous voyez la gravité. Pour eux, c'était rien. C'était un message de blague. On peut même dire que c'était la blague, mais qu'est-ce qui prouve que c'est la blague? Leur chef d'accusation empêche même qu'ils puissent bénéficier de la grâce présidentielle. C'est de la même manière que le chef d'accusation, qui est celui de Raymond Kota, peut être différent de celui de Junior Ngombe. Dans ce cas, c'est mort, on ne peut pas avoir le même jugement facile entre guillemets. Facile entre guillemets parce que ce n'est pas comme Junior est sorti en peu de temps que ça veut dire que ceux qui ont aussi été activistes et qui ont été arrêtés devront être libérés. Le jugement et la justice au Cameroun suit son cours et je pense qu'on a une justice encore, du moins de ce que l'on nous dit et de ce que l'on constate parfois, qui est encore assez, et non seulement clémente, mais aussi qui est un peu normale. On va dire ça comme ça. Maintenant, pour revenir sur le cas de Junior, si c'est que mon temps de parole me le permet, NBD. Quand on arrête ce jeune homme, les chefs d'accusation qui lui ont été formulés d'après les échanges sur les réseaux sociaux, c'était qu'il a dit, c'est le fait qu'il incitait les jeunes à aller voter. Ouais. Mais ce n'est pas aller s'inscrire sur les listes électorales. Ce n'est pas parce qu'il les incitait à s'inscrire sur les listes électorales qu'il a été arrêté, non. Mais il y a une phrase qu'il a prononcée. Exactement. Qui a valu son arrestation. Soit on gagne, soit on gâte tout. Je pense que c'est la phrase qui est... Bon, attendez, on gâte tout comment? Il faut qu'on soit sérieux. C'est ce que je dis toujours. Même quand on est ici à 237 Story, on n'a pas peur de parler parce qu'on sait qu'on dit au moins ce qui est la vérité, qui est vérifiable. On peut citer nos sources au besoin. Bon, au besoin. Ouais. Mais il y a quelque chose encore qui est important, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à aller créer du désordre. On peut revendiquer. Si moi je dis que l'eau ne coule pas dans mon quartier, j'ai raison de me plaindre si l'eau ne coule pas parce qu'il y a des institutions qui sont censées nous fournir de l'eau. Mais si c'est que je dis parce que l'eau ne coule pas, allez, on doit descendre dans la rue, on doit tout casser, mais il y a un problème. Ce serait logique que le lendemain, on toque à ma porte et qu'on m'arrête et qu'on me dise, viens t'expliquer ce que tu disais. Ouais. Bon, en fait, c'est dans ce sens que j'ai un peu compris son arrestation. Mais qu'est-ce qui pour toi, justifie cette attitude des autorités camerounaises? Parce qu'à un moment donné, tout le monde disait ce qu'il avait envie de dire. Parce que si déjà les jeunes Camerounais ont le courage de dire un certain nombre de choses, c'est parce qu'ils savent qu'à un moment, ça se faisait et puis on ne réprimandait personne. Tout le monde disait ce qu'il voulait dire. Mais pourquoi ces derniers temps-ci, dès que quelqu'un essaye d'aller un peu à la dérive, on le visse un peu trop fort? Qu'est-ce qui justifierait cela? Tu l'as dit, la dérive. Le fait de... Pardon? Justement, tu l'as dit, quand on essaye d'aller à la dérive. Parce que je ne pense pas que si tu te plains, personne n'a demandé à avoir un mot de manifestation publique auprès d'un sous-préfet, il n'a pas, ou d'un préfet, pardon, il n'a pas eu, d'un sous-préfet en effet, ou d'un préfet, il n'a pas eu son autorisation. Certes, ce n'est pas ouvert à tout le monde. On va dire que non, pour quelle raison vous voulez manifester et tout. Mais il y a le gros souci, c'est ce que vous demandez. Est-ce que tu demandes de casser les places? Est-ce que tu demandes de détruire les institutions? On ne sera jamais derrière toi. Mais autant, j'ai aussi envie d'évoquer un sujet, peut-être que NBD, tu ne l'as pas cette info, mais il y a récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux se balader un arrêté, je crois que c'est pas un arrêté ou bien un résultat, un premier résultat de concours de police. Et parmi les inspecteurs de police qui étaient retenus, il y a le nom de Junior Ngombe, comme par hasard. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis au courant. Est-ce qu'il veut aller arrêter les gens qui dénoncent ou bien c'est une... Parce qu'il faut aussi que les gens sachent.
on a un gouvernement qui est très malin. Il y a dans les années de Brest, il y avait certaines personnes, des rumeurs disaient que non, quand tu avais un peu été délinquant dans les années de Brest, de l'université camerounaise, ce que l'on faisait, c'était, si tu as fait, tu as postulé pour un concours, directement, on va aller, on fouille les gens qui ont postulé. S'ils sont dans les gens qui font la grève, ben on leur fait avoir le concours en question pour qu'ils se calment, soit pour qu'ils se calment, soit pour pouvoir les mater. Donc, vous voyez que ça peut aussi être une stratégie du gouvernement. Une stratégie dont on ignore vraiment l'efficacité parce que, en tant que ce que je suis, vraiment, je ne comprends pas pourquoi, mais bon, j'accepte. Je me dis que c'est peut-être pour les mater, c'est peut-être pour leur montrer les réalités de la vie, les réalités des choses. C'est peut-être c'est peut-être ça. L'actualité aussi a été animée cette semaine par le décès d'une grande journaliste. Il s'agit de la personne de Suzanne Kalalobé. Elle s'est éteinte la nuit du jeudi 1er août 2024 des suites de longues maladies. Est-ce que, Marco, tu connais un peu le personnage? Suzanne Kalalobé, effectivement, c'est un nom qui résonne. Nous l'avons entendu pendant toute notre enfance. Oui. Journaliste, activiste également très engagé. Et selon ce que nous avons eu dit des aînés, elle a mené beaucoup de luttes pour l'immigration, disons, pour l'éveil citoyen et pour la libération même, on peut dire, du Cameroun, parce que si elle a combattu aux côtés des noms comme Oumniobé ou Senda Fana et autres, ça veut dire qu'elle a participé pour que le Cameroun soit indépendant et autres, et aussi que nous soyons détachés on peut dire, des premières années de dictature ferme qui ont suivi les indépendances. Disons que c'est une grosse perte pour le Cameroun, c'est une grosse perte pour le monde journalistique. On peut que souhaiter que la terre de nos ancêtres soit légère. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ta participation. Elle est très édifiante parce que je sais quand même qu'il y a un certain nombre de choses. On te dire que plusieurs d'entre nous ignorions. Là, le micro va se balader vers CWK. Est-ce que CW, tu aurais quelque chose à dire sur notre icône des médias, notre grande journaliste, Suzanne Kalalobé? Qu'est-ce que tu retiens d'elle? Alors, Suzanne Kalalobé, c'est vraiment dit, c'est l'une des figures marquantes du journalisme au Cameroun. C'est-à-dire, quand, entre autres, surtout concernant les dames, on va parler en termes de journalisme au Cameroun de Rose Mboulepi, on va parler de Fécita Bella qui a donné carrément son nom à une salle au niveau du ministère de la Communication. On va parler de grands noms là, et il faudrait bien sûr greffer entre autres Henriette Ekoué, mais aussi greffer d'abord Suzanne Kalalobé, qui est un peu comme son papa, hein, on va le dire comme ça, un nom qui ne vient pas de nulle part, mais qui a su faire ses classes, et dès le jour qu'elle a décidé d'écrire, elle a fait le bonheur de plusieurs Camerounais. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas eu la chance de la croiser. Mais je vais vous dire que moi, je l'ai croisé, du moins croisé son texte en 2005. J'étais alors élève en classe de 3e ou 4e, mais je pense plus en classe de 3e. Et à l'époque, il y a un texte un extrait d'un de ses articles qui nous avait été proposé en étude de texte. Et en fait, nous, on avait l'habitude d'avoir des textes qui venaient de nos livres. Et c'était un peu exceptionnel pour nous de voir notre professeur nous proposer un texte qui sortait de l'ordinaire. Et il fallait voir les mots difficiles d'abord qui avaient été mis de côté. Et le texte nous parlait à l'époque de l'histoire de Banga Pongo avec le crash qu'il y avait eu à Banga Pongo, pour ceux qui se souviennent. Alors, dans ce texte-là, c'était à la fin, en fait, moi qui pensais souvent être brave en français, j'étais perdu. Déjà par la complexité des mots et par,
je vais dire, la largeur avec laquelle le texte permettait de comprendre de la complexité, du moins, de l'agencement des phrases. C'est notre professeur de français qui nous dit, mais comment vous ne connaissez pas Suzanne Kalalobé? Nous, on a dit, mais moi, nous, déjà, bon, c'est qui, en fait? Et c'est dès ce jour-là que j'ai dit, mais c'est qui cette dame? J'étais très curieux au lycée, il faut le rappeler. J'ai dû fouiller un peu pour connaître de fond en comble qui était le personnage. Et à l'époque, elle était aussi bien jeune, il faut le dire. Ce n'était pas la mémé avec les cheveux blancs que l'on a connue. Bon, cette Suzanne Kalalobé-là, c'est celle que j'ai d'abord gardée en tête. C'est un personnage vraiment particulier qui sort vraiment qui sort du rouleau, qui n'est pas comme les autres qui sont en train de suivre ce qu'on les a tracé. Et à l'époque, elle travaillait à la Nouvelle Expression, qui est du groupe Equinox. Elle a travaillé ensuite à Equinox TV, et jusqu'à récemment, je pense, elle était au niveau du Conseil national de la communication, où elle était membre. En tant que membre du Conseil national de la communication, je vais dire que je crois jusqu'à sa mort, elle était encore membre du Conseil national de la communication. Elle a fait sa part, comme on peut dire. Mais on appréciera de façon diverse, que ce soit du côté du gouvernement ou bien du côté de la société civile ou même encore du côté des politiques, le fait qu'elle l'aimait et elle avouait ouvertement, elle avait un penchant pour l'UPC, elle ne se cachait pas. C'était aussi cette femme qui avait un engagement politique, qui était claire dans ses idées. Bon, en même temps, on ne fait pas l'unanimité. Je pense aussi qu'elle devait avoir sûrement des ennemis. Le fait qu'elle soit partie, j'ai envie de dire, généralement, quand ce genre de personnages publics quittent la scène, on dit toujours qu'ils sont partis tôt parce que nous autres qui suivons leur pas, on a toujours envie d'apprendre d'eux. On se dit toujours qu'il manquait une ou deux choses à nous apprendre encore avant de s'en aller. Ce n'est jamais suffisant et je n'ai qu'à suivre Marco et dire tout simplement qu'elle repose en paix. Et non seulement qu'elle repose en paix, mais surtout que le cœur de tous les siens soit apaisé et que son héritage qu'elle aura laissé en termes journalistiques, que ça profite à nos jeunes filles derrière qui comprendront peut-être que les vraies influenceuses ne sont pas celles d'aujourd'hui qui sont en train d'allumer leur caméra et du jour au lendemain ont 500 000 vues, mais celles qui avant savait crier, décrier surtout quand le besoin était. Parce que vraiment, je vais vous dire une petite truc pour sortir sur ma prise de parole. Dès quand Suzanne Kalalobé est morte, il y a des gens qui mettaient en statut, j'échangeais avec quelques jeunes et il y a des jeunes filles qui étaient très étonnées et qui me disaient qu'ils ne savent clairement pas qui est Suzanne Kalalobé. C'est-à-dire, vous imaginez qu'il y a des jeunes, je dis bien des jeunes filles qui approchent la trentaine, qui ne connaissent pas Suzanne Kalalobé. Bon, on s'était amusé un peu avec quelques amis, elle a dit, bon, ok, c'est normal, tout le monde ne peut pas la connaître. Bon, tu ne la connais pas, est-ce que tu connais tel? On a cité le nom de quelques influenceuses, bon, elle les connaissait toutes, c'est vraiment dommage, c'est un peu par là que je voudrais sortir. C'est ça, c'est vraiment dommage. Voilà, Suzanne Kalalobé, cette grande icône de la presse camerounaise, grande journaliste. Elle a fait des bruits, mais alors des bruits très intelligibles sur les plateaux de télévision au Cameroun. On croirait que, bon, c'est alors à croire qu'au Cameroun, on n'a pas besoin de faire partie intégrante des médias nationaux tels que nous les avons ici au Cameroun. Je vais parler de la CRTV, je vais parler de la Sopecam ou de notre magazine phare, et notre magazine phare Nyanga, pour être une grande journaliste. Vraiment, elle a vraiment su écrire son nom en lettres d'or dans la presse camerounaise privée au Cameroun. Elle s'est hissée très haut jusqu'à la dernière minute. Elle a toujours gardé cette prestance, cette éloquence, cette intelligence, cette sagesse. Elle a toujours été un monument vers lequel plusieurs jeunes artistes, plusieurs jeunes passionnés de l'art du langage, passionnés de l'information. Elle a inspiré plusieurs. Elle laisse comme ça un vide, un profond vide, parce que en dehors de Suzanne Kalalobé, c'est vrai, j'oublie le nom de l'autre mémé, j'oublie vraiment le nom de l'autre mémé, une très grande journaliste aussi. Mais là, il ne reste que celle-là pour le moment. Et voilà, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est la voie et le chemin de tout le monde. Elle nous précède juste et que la terre de ses ancêtres, de nos ancêtres, lui soit légère.
Alors, nous allons tourner la page de la nécrologie pour embrasser maintenant celle des médias culturels au Cameroun avec le Grand Prix Francophilie des médias. La presse culturelle a célébré à Yaoundé le 30 juillet dernier la fermeture de la conclusion du Grand Prix Francophilie des médias initié par Laurentine Assiga, la présidente fondatrice du réseau des journalistes culturels du Cameroun. Je te l'ai dit tout à l'heure, l'événement s'est conclu le 30 juillet dernier à Yaoundé par la remise des prix aux lauréats ici du Cameroun, mais aussi de la Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire et du Gabon. C'était grave. Et sachez sur ce plateau qu'ici, on a un lauréat ce soir, le plus grand journaliste de la presse digitale en Afrique. J'ai nommé CWK. Est-ce que Marcel et moi, on peut applaudir déjà pour notre grand journaliste, notre grand journaliste de la presse digitale? Il va nous parler de cet événement qui met en avant les journalistes aussi. Vous savez, on a coutume toujours de penser que ce sont les journalistes, pas coutume de penser, donc on est toujours habitué à voir les journalistes mettre d'autres personnes au devant de la scène. Les journalistes mettent les artistes au devant de la scène, les journalistes mettent les hommes politiques au devant de la scène, les journalistes mettent les entrepreneurs au devant de la scène, les sportifs. Ils font et ils défendent les vedettes. Mais aussi, Laurentine Assiga a eu cette brillante idée de mettre aussi en lumière les journalistes. Ce sont aussi des artistes. Les journalistes sont des artistes, ce sont aussi des stars. Hein? Vous voyez, on a parlé de Suzanne Kalalo, mais c'est vrai qu'on parle d'elle aujourd'hui avec toutes ces éloges ce soir, juste parce que, bon, peut-être la lumière s'est éteinte, mais il faut faire aussi briller l'intelligence de d'autres journalistes tels que CWK ici, qui mérite toutes les félicitations de la terre en tant que meilleur journaliste, meilleure plume, la plume en or de la presse digitale en Afrique ces jours. Vraiment, je suis très heureuse de faire partie de la liste privilégiée de tes amis, de tes connaissances et de ta liste de contacts. Vraiment, je suis très contente. J'aimerais que sur ce plateau, en tant qu'invité, parce que là, tu vas porter ta casquette d'invité, CWK, en tant que lauréat, qu'est-ce que tu as ressenti déjà? Essaie un peu de nous expliquer comment est-ce que les choses se sont déroulées. Avant qu'on entre maintenant dans le vif du sujet du genre, explique-nous à quoi consiste vraiment l'événement du Grand Prix Francophonie des médias. Avant de nous dire ça, essaie un peu de nous dire comment est-ce que tu as perçu la nouvelle lorsqu'on a appelé ton nom. Tu vois, il y a soit un compte à rebours, là, on essaye de nommer le nom des finalistes et puis on dit, bon, voilà, le gagnant c'est. Alors là, comment tu avais vécu l'instant? Je suis d'abord admiratif. Admiratif de la manière avec laquelle j'ai été présenté. Oui. C'est un honneur de me rendre ce plaisir-là. Bon. MVD, que te dire? Parce que c'est tout particulier, un sentiment unique de savoir que ce sont ses pairs, parce que ce sont d'autres journalistes et un grand jury international qui décide. Ouais. Et dans ce cas, on est tout simplement content parce que on se dit son travail est reconnu. Si son travail est reconnu, donc c'est une grâce maintenant, parce que tous ceux-là qui ont eu l'occasion de lire les textes qui ont été produits, c'est quand même un peu près de 400 textes, il faut le reconnaître. Oui. Un peu près de 400 textes qui ont été envoyés, parmi lesquels il y a une centaine qui a été sélectionnée d'abord, ensuite il y a une cinquantaine qui était en finale. Et avoir cet honneur-là d'être le premier dans la catégorie de meilleur journaliste de la presse digitale culturelle. Votre humble serviteur est tout simplement très ému. C'est un partage que je fais bien sûr avec toute la communauté. Tu étais accompagné de qui t'avait accompagné ce soir-là? Tu étais seule? C'est bizarre, mais
j'étais tout seul. Vraiment, j'étais tout seul. Et bon, il y a eu j'ai eu quelques soucis parce que personnellement, j'étais encore convalescent et arrivé dans la ville de Yaoundé précipitamment au palais des congrès, je n'ai vraiment pas eu l'occasion de faire des invitations. Et bon, il y a eu quelques petits couacs, mais ça va. On a géré ce qu'on pouvait. C'était, comme je le disais tantôt, unique parce que on a l'impression, et surtout avec des sujets qui sont différents, que les journalistes peuvent tout faire. Ils sont des gens capables de se lever le matin à 4 heures, commencer à écouter toutes les informations un peu partout à travers le monde et faire un rendu à 6 heures pour le commun des mortels qui se réveillera peut-être à 6h00 ou bien à 5h, 5h45 par là pour écouter le journal. On se dit, mais quand il te donne une information qui sort du bout du monde à 6h, il a pris cette information-là où? Donc, ce sont les gens qui ne dorment vraiment pas. Du moins, c'est un corps de métier compliqué où il ne faut vraiment pas dormir. Vous êtes capable d'être couché, de rentrer du boulot à 22h et votre boss vous appelle à 23h pour dire il y a un événement urgent, allez-y. Et vous êtes obligé d'y aller. Parce qu'on n'a pas vraiment de travail quand on sait qu'on travaille dans la communication, que ce soit ceux qui sont dans l'événementiel ou autres, on n'a pas vraiment de réglé. Tout va dans tous les sens parce qu'il faut toujours informer les gens. Bon, là, c'est un sujet. Mais il y en a d'autres. Je dis tout simplement, j'ai travaillé cette année sur la presse digitale. Mon sujet sur la presse digitale, notamment, revenait dans le sens de la mode parce que c'était sur la mode et je me suis accentué sur l'économie de la mode. Essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. La mode pour l'Afrique, surtout l'économie, c'est un très, très, très gros marché qui malheureusement est très mal exploité quand on voit comment il y a la friperie qui gâte un peu tout, le marché des vieux habits qui quittent de l'Europe pour venir plutôt polluer l'Afrique, alors qu'on a nos matières premières même ici, que ce soit avec nos pagnes qui sont très originaux, le Ndob, le Kente ou encore le bol. Donc il y a tellement de trucs que nous n'exploitons pas. Et quand on essaie de remonter la filière, mais on se rend compte qu'il y a à peu près de 330 millions par là qui entrent, je veux dire, de manière ponctuelle, parfois pour un seul pays, surtout les pays de l'Afrique australe. Donc, attends, qu'on parlait, j'ai l'impression que tu as fait des enquêtes avant de rédiger ton article. Oui, je pense que, en fait, l'année dernière, c'est juste comme ça pour vous dire comme ça. L'année dernière, j'avais participé et j'ai été un peu déçu par ma prestation parce que dans le sujet que j'ai envoyé au jury, je savais pertinemment qu'il y a des chiffres qui manquaient. C'est-à-dire, j'avais écrit ce qu'il fallait, selon moi, mais j'ai l'impression que je n'ai pas expliqué tout ce que j'ai évoqué avec des chiffres qui sont palpables. Et donc, cette année, fait la différence. C'est pour ça que j'ai dit, bon, je vais donc travailler uniquement sur le côté économique. Je me suis accentué vraiment sur des chiffres qui prouvent que l'Afrique, avec son industrie de l'habillement et son industrie de mode, peut parler au niveau de l'international. Et c'était un plaisir de voir le président du jury, Imana, ici, avec bien sûr, que ce soit Lizzie, tous ceux qui ont été là dans le membre du jury, qui ont été les décideurs, c'était vraiment un plaisir. Bien sûr, ça n'enlève rien sur le talent de tous ceux qui ont été finalistes aussi, parce que quelque part, c'est juste un trophée qui représente le premier parmi les premiers, en fait, parce qu'il y a plusieurs premiers. Pour moi, c'est ça. D'accord, ok, d'accord, merci. Alors, parlons de Grand Prix francophonie des médias. Est-ce que tu peux essayer de nous dire de façon globale, bref, comme ça, de façon brève, à quoi est-ce que l'événement consiste? Pourquoi est-ce que ça a été créé sous l'impulsion de qui? Pourquoi? Alors, le Grand Prix francophilie des médias revient pour la 5e édition en 2024, parce que c'était la 5e édition. Et c'est un événement qui est organisé par le réseau des journalistes culturels du Cameroun. Et désormais, on se présente depuis l'année dernière comme la Coupe du monde des journalistes culturels, parce que jusqu'à la première année, c'était un peu fermé. Il y avait 4 catégories. L'année d'après, on a ouvert une nouvelle catégorie qui était, les 4 catégories en question, c'est la presse écrite, la presse digitale, la presse TV et la presse radio. Ensuite, on a ouvert un peu plus, on a mis le photojournalisme qui est un peu l'innovation.
pour ouvrir encore mieux, les organisateurs sont allés chercher, c'était avant des journalistes, c'était réservé au Cameroun avant, après ça allait au niveau des journalistes africains, et là maintenant on est carrément au niveau des journalistes dans le monde entier. Tous ceux qui veulent participer, peu importe votre pays d'origine, c'est possible, que ce soit un journaliste freelance ou bien encore un journaliste qui est dans un média, c'est possible de le faire. C'est pour ça qu'on voit des gens qui viennent, que cette année, je crois, celui qui a remporté le premier prix en photojournalisme est un Français. Celui qui a remporté le grand prix, c'est-à-dire le premier de tous les autres premiers, est un Algérien qui est dans la presse radio. Et ensuite, je pense que les Camerounais ont fait une razzia. Presse écrite, c'était une Camerounaise. Presse digitale, c'est un Camerounais. Presse radio, c'est un Camerounais également. Et ensuite, il y a la télévision, c'était toujours... en fait, comme vous l'aurez compris, des Camerounais étaient là, mais il y avait d'autres nationalités. Bon, pour revenir sur qui est l'organisateur principal, c'est le rassemblement, c'est le réseau des journalistes culturels du Cameroun, présidé par Gilles Valentina Siga. Voilà un peu de ce que je connais, sans bien sûr être leur porte-parole, mais quelque part, en tant que finaliste ou bien en tant que vainqueur, on est aussi un porte-étendard de ce bel événement qui donne un peu de l'aura aux journalistes. Ok, d'accord. Si Marco a une question à poser à CWK, vraiment, c'est l'occasion. En attendant qu'il réfléchisse, je voudrais te demander, CWK, je pense, c'est la dernière question, si une autre, si celle-ci n'en suscitera pas une autre, de savoir sous quels critères on vous juge, parce que là, on parle de juge, voilà, sur quels critères on juge que voilà, on corrige vos papiers, sur quels critères on corrige vos travaux. Donc, NBD, je ne sais pas si je dois parler de correction de papier, hein, si c'est qu'il faut parler dans ce sens. Oui. Vas-y, essaie un peu de le mot qu'il faut, le mot adéquat pour la circonstance. Donc, en fait, ce que tu veux savoir, c'est comment est-ce que ça se passe pour choisir le comment meilleur. est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se passe? Sur quels critères qu'on a décidé que voilà, tu as mieux écrit que X ou Y? D'accord. Déjà, comme je l'ai dit tantôt, le jury est constitué d'un ensemble de personnages qui sortent de l'univers du thème. C'est-à-dire quoi, l'année dernière, on parlait de la culture africaine dans le monde et il y a des gens qui ont parlé des masques, qui ont parlé de la culture de certaines tribus africaines qui ont été... et là, le président du jury de l'année dernière était axé autour du patrimoine culturel lié à ce genre de sujet-là. Cette année, par exemple, ça parlait de la mode africaine. Le thème était mode africaine. L'année prochaine, par exemple, c'est l'architecture. Ça veut dire qu'on va clairement avoir dans le membre du jury des gens qui traitent de la construction des bâtiments de façon artistique. Là, ça veut dire que c'est déjà clair. Bon, pour cette année, avec la mode africaine, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le président du jury était Iman Aïssi, qui est quand même l'une des personnalités les plus en vue quand on parle de mode. Je ne parle plus du Cameroun parce que Iman Aïssi est camerounais, mais là, on ne parle plus de la mode au Cameroun. Il est français. Voilà, parce que là, quand on parle d'Iman Aïssi, c'est directement voir les défilés à Paris des grands noms. Alors, c'est pour dire, si lui, il a accepté d'être président du jury, ça veut dire qu'il a son mot à dire. Et son mot à dire, c'est quoi? De nos prestations en tant que candidat, on produit, que ce soit un texte, que ce soit un reportage radio ou télévisé, ou bien une photo qui parle de la thématique. On envoie au jury. Maintenant, c'est anonymé. C'est-à-dire, on va prendre, j'espère que le mot existe, hein, je pense oui. Donc, on va prendre toutes les copies des candidats, on va remettre de façon anonyme. C'est-à-dire, vous avez mis une en-tête ou bien vous avez mis une signature, on coupe votre signature avant d'envoyer aux membres du jury qui, de leur côté, vont corriger de façon anonyme et attribuer des points selon des critères. Est-ce que le sujet a été traité de façon originale? C'est ce qu'on demande en journalisme. Est-ce que ton sujet est original? Si l'original, est-ce que, par exemple, au niveau de la voix, c'est bien fait si c'est un journaliste radio? Parce que c'est aussi la voix. Quand on parle de radio, de podcast, c'est la voix qui est écoutée en ce moment-là. Si au niveau de celui qui traite au niveau de la presse télé, il doit se rassurer que les éléments qu'il envoie à l'image en même temps qu'il parle
concorde. Donc, il y a tous ces types de choses qui sont mis en place et qui sont observés à la loupe. Pour la presse digitale, par exemple, on va regarder est-ce qu'il connaît écrit. D'abord, on a demandé pour la presse digitale, généralement, on tourne autour de 500 mots. Il y a des gens qui vont aller, quand tu es au-delà de 500 mots, on est d'accord que tu n'as pas respecté la consigne parce que en journalisme, les mots et les espaces, ça compte énormément. Donc, si tu n'as pas respecté, ça veut dire que dans un journal, dans un média, tu auras de la peine aussi. Et donc, dans ce cas, on va essayer de fractionner un peu tes points. Mais si tu as respecté certains canaux, déjà du journalisme dans ton genre, on accepte. Et donc, tu auras plus de points que d'autres. Et je pense le candidat de cette année qui a gagné le Grand Prix, sa note a été révélée, je pense que c'était autour de 14, je pense, 14 et demi, un truc comme ça, pour son reportage qu'il a fait et qui lui a valu le Grand Prix final. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même un peu de sérieux pour quelque chose qui se passe au Cameroun. Quand il se passe au Cameroun, c'est parce qu'on a tellement l'habitude d'être dans la roubladise où des gens placent leur genre et tout ça. Et je peux vous dire qu'avant l'année passée, je ne m'étais pas encore rencontré avec NBD, par exemple, que j'ai croisé au Grand Prix Francophonie des médias, édition 2023. Je ne m'étais pas rencontré avec, par exemple, la présidente du réseau des journalistes culturels du Cameroun. En fait, presque, il y a des gens que l'on connaît parce qu'on est du domaine. C'est-à-dire, c'est normal de connaître un autre journaliste culturel parce que vous vous croisez souvent sur le terrain, de connaître un autre journaliste dans un autre domaine parce que vous avez l'habitude d'être sur le terrain. Mais des affinités allant jusqu'au genre de la décision, non, c'est vraiment, je pense, encore le mérite qui est primé et c'est quelque chose à saluer, malgré qu'il n'ait pas les moyens, parce qu'il faut l'avouer, c'est quand même une organisation qui demande encore l'attention de beaucoup de personnes qui peuvent apporter quelque chose pour que ça avance. Merci beaucoup. J'ai la chair de poule. J'ai vraiment la chair de poule. C'est un événement qui doit être médiatisé. C'est un événement qui doit être connu, qui doit être connu de tous les Africains et de tous les habitants du monde entier parce que là, ça valorise le know-how de tous les journalistes qui méritent aussi d'être applaudis, qui méritent aussi d'être ovationnés et encouragés. Vous savez, être journaliste, c'est prendre des risques. Être journaliste, c'est faire des erreurs. Être journaliste, c'est être confronté à certaines réalités comme surtout les photojournalistes. Hein. En tout cas, tout le monde aussi, parce qu'on prend des risques. Pendant les périodes de tension, le journaliste doit être là. Le journaliste a un rôle à jouer aussi pour la construction, pour la mise en place de la paix dans les pays en guerre, en conflit. Les journalistes ont un rôle à jouer vraiment dans la formation de l'opinion publique. C'est grâce aux journalistes que, au regard des messages qu'ils envoient au travers de la presse en ligne, de la presse physique, l'affichage, la télé, la radio, c'est grâce aux journalistes que les Camerounais ou bien les citoyens d'un pays, je sais pas, on forme l'opinion publique et c'est du fait de tous ces messages qu'on véhicule, de tout ce qu'on vous dit que les populations aussi se conforment à ça ou pas. D'autres perdent leur vie en voulant prendre les images que vous devriez voir. D'autres, je sais pas ce que, d'autres aussi, on égare aussi vos journées, surtout les journalistes culturels, on égare vos journées parce qu'on vous présente les pépites, on vous présente les vedettes, on vous présente ces musiciens, ces artistes, toutes ces personnes que vous devriez connaître, que vous devez célébrer, ces personnes qui mettent le punch et qui ajoutent un peu de piment ou on peut dire un peu d'épices à votre vie. Donc, c'est un peu ça, le journaliste ou rien. Le journaliste, après le journaliste, c'est le virage. Sans journaliste, je ne sais pas comment la société fonctionnerait sans information, je ne comprends pas, sans ambiance. Vraiment, je ne sais pas comment est-ce que une société pourrait fonctionner. C'était un peu ça. Je ne sais pas si entre-temps, Marco aurait quelque chose à demander à CW en tant que lauréat de cette aventure du Grand Prix Francophonie des médias, en tant que vainqueur, hein, tu as un vainqueur devant toi, tu as le meilleur journaliste en presse digitale devant toi. Est-ce que tu aurais quelque chose à lui demander, Marco? Effectivement, lorsqu'on a la chance, le privilège d'avoir devant soi un champion du monde, ouais.
on peut forcément avoir des choses à lui demander. Alors, CWK, dis-moi, comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on remporte un titre aussi prestigieux, meilleur journaliste digital? Digital, oui. Connaissant aussi le parcours de l'homme, je suis admiratif parce que c'est quelqu'un qui véhicule un certain nombre de valeurs, le travail, l'abnégation, la persévérance et autres. J'aimerais savoir comment est-ce que tu te sens actuellement? Est-ce pour toi une consécration? Est-ce pour toi, comment dirais-je, le début de quelque chose? Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on a le privilège de recevoir une telle distinction? En fait, on se dit toujours, ça fait plaisir, on n'est pas le premier à avoir cette distinction, mais on n'est pas le dernier en même temps. Mais la grande fierté, c'est de dire qu'on a un sentiment de devoir pas totalement accompli parce qu'on se dit on a quand même fait quelque chose, mais qu'on a encore beaucoup à apprendre. Et c'est ça aussi le bonheur d'être journaliste parce qu'on a toujours, le métier ne s'arrête pas. On a toujours quelque chose à apprendre des autres d'abord parce que chaque jour, et chaque journaliste vous le dira, quand il passe sur le terrain, c'est le même sujet peut être traité de plusieurs manières. Et c'est un plaisir donc chaque fois de se dire, si j'ai eu ce prix-là, ça veut dire que je peux avoir un autre dessus, ne pas s'arrêter, ne jamais s'endormir sur ses lauriers parce que c'est à force de travailler qu'on a, on faut essayer d'avoir un éternel insatisfait. Toujours bosser, pour moi, c'est d'abord ça. Ne pas dormir. Et c'est ce que les gens me reprochent même très souvent, c'est à quel moment tu dois en fait dire, OK, on va dormir une fois qu'on sera dans la tombe. Pour le moment, ça, c'est même la question que j'aimerais te poser parce que tu es tellement calé, tu as lu tellement de livres, tu sais tellement de choses, on se pose la question de savoir quand est-ce que tu dors. Bon, je n'en sais pas autant que toi, NBD, ou bien autant que Marco, parce que il y a toujours des domaines où on est complètement largué. Si on me parle de pétrochimie, je serai largué. Si on me parle de mathématiques que je n'aime pas trop, je serai pas le plus à l'aise. Mais bizarrement, si vous me dites, est-ce que tu vas apprendre ces domaines-là, je vais dire, je serai toujours prêt à dire, dis-moi ce que je peux connaître de façon basique d'abord, parce que c'est toujours bien de connaître. Parce que même pour guider les donner son avis sur quelque chose, parce qu'un journaliste peut se permettre de donner son avis sur presque tout. Il faut d'abord que tu aies une idée de ce que c'est. C'est un peu comme le médecin, il est généraliste d'abord à la base et ensuite il est spécialiste. Donc, si même vous venez avec un cas où il faut la chirurgie, c'est le généraliste qui pourra vous dire, ah bon, ça c'est un cas où c'est un chirurgien qui doit y aller. Mais lui, au moins, il saura déjà. Donc, le journaliste, c'est cette fierté-là, donc, Marco, que je partage, celle de savoir que un travail que j'ai fait a retenu l'attention. Peut-être c'est pas la première fois que ce genre de travail est fait, mais je dis la particularité, c'est de retenir l'attention de ceux qui sont dans ton couloir. C'est-à-dire, quand d'autres disent, ah, c'est bon, tu es sur la voie, tu te dis, ah, bon, c'est peut-être mon ami du quartier, c'est pour ça qu'il le dit, c'est mon ami avec qui je marche tous les jours, donc ça va, c'est mon collègue, donc il ne va pas vraiment te blesser. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui peut être même vu comme un rival, qui te dit, ah, tiens, tu as bien fait. Tu as envie de dire, OK, c'est comme si je suis sur la route. Donc, pour dire que le chemin est encore très long, on n'est pas encore content à 100%, on est encore, on cherche encore à arriver et c'est avec beaucoup de travail et d'abnégation. D'accord, merci beaucoup et encore mes félicitations à toi, CWK. Alors aujourd'hui, nous avons reçu sur ce panel le meilleur journaliste de la presse digitale. On l'a nommé, c'était CWK. Avant de parler du Grand Prix Francophilie des médias, nous avons parlé de l'actualité de l'affaire Junior Gombet, de sa détention à sa libération. Nous avons parlé de nécrologie. On a dit ce qu'on pouvait dire et ce qu'on savait de notre regrettée journaliste Suzanne Kalalobet qui s'est éteinte dans la nuit du jeudi 1er août 2024. C'était ça, cette édition de 237 Stories ce soir. J'espère que vous allez vous consommez à présent ce podcast sans modération. Et sur ce, nous vous disons au revoir. Au revoir, Marco. C'était vraiment un réel plaisir de te retrouver sur ce plateau, de nous entretenir avec toi. Nous sommes ravis de te retrouver ici et nous espérons que
tu seras toujours d'un autre dans les prochaines éditions, si tu veux bien toujours répondre à l'appel. Je le voudrais bien sûr, c'est aussi pour moi un honneur. Je vous remercie pour cette première invitation au 237 Story. J'espère qu'il y aura d'autres et j'ai passé un merveilleux. Merci. Alors, CWK, qu'est-ce qu'on dit? On se dit quoi? À la prochaine? Comme toujours, fidèle au poste, dès qu'il y a une invitation, on saute dessus et on essaye de s'amuser. Parce que moi, je dis, quand tu trouves un travail et que tu as l'impression que tu t'amuses, alors ce n'est plus un travail. Donc, viens s'amuser et donner pour le compte, croiser le verbe avec ceux qui sont là. Faire plaisir aux auditeurs, mais surtout apprendre aussi de ceux qui sont là. Voilà. Ouais. À la prochaine. Au revoir, à la prochaine. Bye bye à Joe, AG, Chicharito et Olivier qui nous manquent beaucoup dans ce podcast. Vraiment, vous nous manquez réellement. Hein. Bye bye. Bye bye et à la prochaine. J'espère que vraiment prochainement vous serez là. Au revoir. Bye bye. Bye bye.